Pas de nouveaux joueurs, donc on va continuer où est-ce qu'on a arrêté ce midi. Sur le même serment? Oui. Parfait. Donc, on en est rendu à l'année 2018. Une note du 14 juin 2018 qui est toujours dans la pièce 26P74. On est à la page 137. C'est bien ça. Parfait. Donc, dans l'état de situation, parce que le contexte est toujours le même, si on peut descendre, on voit apparaître pour la première fois, là, dans votre premier paragraphe, la DVIEP est satisfaite des échanges tenus à propos de CASA lors des comités de direction SAQ. La haute direction y joue bien son rôle et assume un leadership fort. Les auditeurs ont pu exprimer leurs préoccupations et certains ajustements de clarification et de précision ont été apportés à notre satisfaction. Pourquoi voit-on apparaître ça pour la première fois dans vos notes, M. Pelletier? Bien, écoutez, le projet était quand même avancé donc du côté de la livraison 1. Et puis, les échanges qu'on devait tenir, bien ça, c'était principalement moi quand j'allais valider au bureau de la PCD. Alors, j'étais... et à quelques reprises, on assistait aussi au comité de direction SAC. Donc, c'était pas une surprise pour personne qu'il y avait des discussions franches, et que Mme Tremblay, effectivement, exerçait un leadership fort. Mme Tremblay est vraiment une cadre de très haut niveau. Alors, le leadership qui était exprimé là était fort. Alors, c'est ce que, pour les mêmes raisons qu'on disait tantôt, quand on observait quelque chose qui était bien, on le nommait. Alors, ça fait partie ici des choses bien. Mais par la suite, bien, c'est là qu'on venait établir les principaux constats ou les principales préoccupations. Parfait. Et au deuxième paragraphe, on parle des recommandations des auditeurs de la firme EY, dont on a parlé ce matin. Vous indiquez une préoccupation à la fin de ce deuxième paragraphe-là. Cependant, et je vous cite, une observation contenue dans le rapport d'EY à l'effet que les efforts n'étaient pas nécessairement associés à un bien livrable préoccupe toujours la DVIEP et des travaux sont toujours en cours à cet effet. À quoi faites-vous référence quand vous parlez d'efforts qui n'est pas nécessairement associé à un bien livrable? On observait souvent ce problème-là et on avait déjà commencé à le nommer, mais là, c'était de plus en plus précis. C'est que, et on l'a longtemps demandé, on aurait aimé avoir des analyses. Qu'est-ce qu'on a commandé? C'est quoi l'écart? Et qu'est-ce qu'on a reçu? Donc, d'associer les efforts qui avaient été faits jusqu'à maintenant versus les biens livrables. Et ces analyses-là n'ont à peu près jamais été disponibles. Donc, on revenait souvent sur ça, à l'effet que les efforts n'étaient pas nécessairement associés à un bien livrable. Donc, il pouvait y avoir beaucoup d'heures de dépenser, mais on ne savait pas pourquoi. Est-ce que c'était pour la livraison 1 rendue au milieu? Est-ce que c'était pour tel RICEF, par exemple? On se souviendra que les RICEF, moi, dans mon langage un peu plus résumé, c'est des unités de développement. Je trouve que c'est plus facile à suivre. Donc, déjà, on s'apercevait qu'il n'y avait pas de lien entre les efforts, donc la consommation du contrat, les heures dépensées versus les biens livrables. C'est ça ici qu'on est mentionné. OK. Fait qu'on ne sait pas si le projet avance. Si on le regarde juste du côté de la consommation du contrat, on a l'impression que oui. Mais par contre, du côté des biens livrables, il n'y a pas vraiment de documentation précise pour dire qu'on en est rendu où par rapport, en fait, à ce qu'on a commandé. Si je fais un parallèle avec votre triangle dont vous nous avez parlé tout à l'heure, le coût, les délais et la portée. Oui. Je comprends que les efforts vont être associés au coût. Hein? On dépense des heures, oui. Mais on n'essaie pas associer un élément de portée. Exactement. On sait pas... On sait qu'il y a des briques sur le chantier, mais on ne sait pas si on est en train d'assembler un mur complet ou 3 murs en même temps, puis si on va arriver à temps pour mettre un toit avant l'hiver. Exact. OK. Au troisième paragraphe, vous mentionnez que...
Bon, je vais le lire, ça va être plus simple. Rappelons que la réalisation du projet se fait en mode agile et que la gestion de projet considère qu'un lot est terminé quand ses objectifs sont atteints. Il devient alors difficile pour les auditeurs d'évaluer l'intégralité des biens livrables prévus dans un lot. La DVIEP considère que cette façon de faire augmente le risque que la portée, dont on parlait tout à l'heure, et l'échéancier du projet soient affectés. Oui. D'abord, le mode agile. Oui. C'est quoi le mode agile, brièvement? Le mode agile, c'est une façon de réaliser un projet. Anciennement, les gens parlaient plus du mode waterfalls ou séquentiel ou plus... alors que le mode agile, c'est complètement différent. D'abord, c'est un mode qui ne documente pas beaucoup. Alors, c'est une des raisons pourquoi on a eu beaucoup de difficultés, en fait, à obtenir certaines informations. Et le mode agile, c'est un mode qui veut livrer rapidement. Okay? Alors, il veut livrer le minimum viable. On va le nommer comme ça. Alors, de livrer le minimum viable, oui, je veux bien, mais c'est pas ça que la société a commandé, elle, le minimum viable. Là. La société, elle a commandé une solution complète. Alors, le mode agile, quand on est dans un mode de ce projet-là, est extrêmement difficile à suivre parce que c'est pas bien documenté. Je me souviens, juste pour vous faire voir peut-être une image, là, mais le mode agile, là, il y avait des post-it sur les murs. Okay? C'était le mode Scrum. Donc, à tous les matins, c'est une méthodologie, c'est une méthode qui était, pour ce qui est de la SAC, totalement nouvelle. Il n'y a personne à SAC qui avait déjà travaillé avec ça en partant. Et puis, le fournisseur nous disait, écoutez, c'est la nouvelle façon de faire. C'est avec Carl Malenfant aussi. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Alors, nous, ça nous posait un problème, même au niveau de la confidentialité. Nous autres, on ramenait ça terrain, puis on disait, écoutez, les scrums que vous faites partout, là, avec les post-it sur les murs, là, il y a des informations qui sont confidentielles sur ça. Il y a des fournisseurs qui se promènent ici, là, dans les passages. Il y a des gens qui n'ont pas d'affaire à voir ce qui est là. Donc, nous, ça nous posait un problème de confidentialité, puis ça, on l'avait dénoncé. Donc, c'est un peu ce que le mode agile fait, c'est que ça va vite, ça documente pas vite, puis le but, c'est de livrer le plus vite possible. Parfait. Mais ce que vous mettez en lumière, c'est que la gestion du projet, donc l'équipe de réalisation du projet, c'est ce que vous voulez dire, oui, considère qu'un lot est terminé quand ses objectifs sont atteints. Oui. C'est quoi un lot? Bien, le lot, c'est qu'à un moment donné, il avait divisé donc, le projet à livraison 1, 2, 3. Dans l'intérieur des différents lots, donc à l'intérieur des différentes livraisons, bien là, il y avait des lots. Alors, donc, c'est une subdivision. Ici, c'est intéressant ce qu'on nomme là par rapport aux objectifs. Un autre exemple qu'on donnait souvent par rapport à ça, moi, je peux vous donner un objectif de me fournir un toit sur la tête, une maison ou, bon, un toit. Puis vous pouvez me livrer un cabanon en me disant, bien, le voici ton toit. Un objectif, ça peut être aussi vague que ça. Évidemment que ça peut être aussi précis, mais on revient toujours à la même place. Il n'y avait pas de lien direct entre les efforts et la précision des biens livrables livrés. Alors, c'est ça qu'on exprimait ici. C'est ça, ce que vous voulez dire par « il devient alors difficile pour les auditeurs d'évaluer l'intégralité des biens livrables prévus dans un lot ». Exact. Parce qu'est-ce que les objectifs d'un lot sont consignés, convenus entre les parties et sont à votre disposition pour vous permettre de vérifier que les objectifs du lot sont atteints? Je vous dirais que oui, on pouvait avoir accès aux objectifs, mais c'est la précision de l'objectif. Un objectif puis un bien livrable, là, il peut y avoir un monde là-dedans. D'où votre exemple du cabanon versus Exactement. la maison. Exact. Je comprends. Oui. Parfait. Finalement, dans cette note, au 5e paragraphe, là, au 2e paragraphe de la page suivante, 138, vous commencez à nommer des enjeux de conformité contractuelle, notamment en lien avec les autorisations de l'AMF. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Bien, en fait, on avait déjà commencé à nommer ça très, très tôt en 2017, avant même que le contrat soit adjugé. L'éditeur SAP n'avait pas encore son autorisation de contracter. Donc, on a suivi ça de près. La situation s'est régularisée dans les semaines précédant l'octroi du contrat, mais il y avait beaucoup de sous-traitants qui étaient sous l'Alliance ou les nombreux contrats satellites qu'on avait nous-mêmes. Et
il y avait beaucoup de sous-traitants qui n'avaient pas leur autorisation. À l'époque, c'était l'Autorité des marchés financiers. C'est devenu l'Autorité des marchés publics ensuite. Donc, on exerçait un suivi constant là-dessus pour s'assurer que les contracteurs chez nous avaient leur autorisation. Et c'est jamais arrivé qu'ils l'aient tous. Jamais. Cette autorisation de contracter là, émise en 2018 par l'AMF, c'est une mesure qui vise quoi? Pourquoi exige-t-on que l'AMF émet une autorisation de contracter à un sous-traitant? Qu'est-ce qu'on cherche à prévenir? Bien, c'est une règle du gouvernement. Alors, le gouvernement veut s'assurer que les contractants sont conformes, qui ne sont pas sous le registre des entreprises qui sont non admissibles pour toutes sortes de raisons, là. Il y a des entreprises qui ont peut-être des gens qui ont des dossiers criminels, par exemple, ou il y a des entreprises qui ont peut-être des dettes à l'impôt, bref, toute forme de problème peut amener l'Autorité des marchés publics à interdire, en fait, un fournisseur à transiger avec le gouvernement du Québec. Bien, c'est plus les autoriser. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est savoir s'il est sur le REA et non le RENA. C'est-à-dire que l'entreprise ou le sous-contractant qui veut contracter avec l'État au-delà de certains seuils doit avoir une autorisation. Voilà. Puis à l'époque, comme vous l'avez si bien dit, c'était délivré par l'Autorité des marchés financiers qui, après ça, a été dévolu à l'Autorité des marchés publics. Oui, tout à fait. Parfait. Finalement... Mais moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que ce que vous avez dit tantôt, vous n'avez pas été au bout de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des compagnies, est-ce qu'il y a des co-contractants qui n'avaient pas leur autorisation et on a quand même conclu des contrats? Absolument. Il y a eu une C'est le bout qui m'intéresse, ça. Il appelait ça une tolérance et c'est prévu aussi dans la loi que dans certains cas, le gouvernement peut autoriser ou l'AMP peut autoriser une certaine tolérance parce qu'ils savent qu'ils sont en vue de l'obtenir, par exemple, donc ils ne veulent pas retarder le projet. Mais il y en a pour qui c'était beaucoup plus long que ça, là. Notamment, il y a un fournisseur qui me vient en tête, là, c'était un assez gros contrat à hauteur de 52 millions. Ça a pris 2 ans avant qu'il ait son autorisation. Il a travaillé pendant 2 ans. Et quand il l'a eu, il a démissionné au bout d'1 mois. On peut se poser des questions aussi. Mais vous allez voir, on va malheureusement en parler longtemps de ce sujet-là dans les notes. Je m'en doute bien. Et finalement, on va aller à votre conclusion. La deuxième, où vous ramenez la question de l'information nécessaire en continu, là, votre difficulté d'obtenir les informations nécessaires en continu. Voulez-vous étayer un peu ce qui sous-tend, en fait, ce qui est inclus dans cette conclusion-là au commissaire? Donc, peut-être juste un bref rappel. Donc, dans le premier paragraphe, on nomme toujours que les hypothèses représentent des cibles ambitieuses. On le répète toujours. Ensuite, toujours concernant la difficulté pour la DVF d'obtenir les informations nécessaires en continu, on se rappelle qu'on est en surveillance, c'est important pour nous. Afin de réaliser notre mandat, une démarche est en préparation afin de clarifier les rôles et responsabilités des intervenants impliqués au premier, deuxième et troisième niveau de maîtrise. Alors, le tableau qu'on a vu ce matin faisait référence, en fait, à ça ici. Évidemment que avec Mme Tremblay, à l'époque, évidemment, on remontait ça à Mme Tremblay assez régulièrement quand on avait des problématiques. On ne voulait pas nécessairement aviser les membres du comité pour les problèmes de terrain immédiatement. Alors, dans le bureau avec Mme Tremblay, avec les gens de la vice-présidence finance, les gens du bureau de projet, donc, donc, c'est pour ça qu'on parle ici d'une démarche qui était en préparation afin de clarifier les rôles et responsabilités de chacun au niveau des deuxième et troisième niveaux de maîtrise, premier également, afin de rendre ça plus fluide, parce que les échanges d'informations n'étaient pas nécessairement fluides. Alors, ça dérangeait. Et encore là, ultimement, ça dérange qui? Bien, les décideurs n'ont peut-être pas la bonne information à temps pour prendre des décisions éclairées. Alors, encore une fois, c'était toujours dans ce même film-là. On renommait que ça devenait de plus en plus difficile d'obtenir les informations nécessaires. Et vous nommez à la dernière phrase de votre conclusion, afin de demeurer une plus-value pour le projet, la DVF poursuivra ses travaux tout en apportant une attention particulière à la gestion des risques associés à la portée, au coût, aux bénéfices, ainsi qu'aux obligations contractuelles de l'Alliance. Exactement. Alors, on voulait toujours laisser en conclusion ce sur quoi on travaillait, puis ce sur quoi on allait continuer de porter des attentions particulières. Comme ça, personne n'est surpris. Exact. J'aimerais qu'on note que sous la conclusion, si on peut lever un peu le document,
Jusqu'à maintenant, les notes sont préparées par Martin Lapierre, qui est venu témoigner la semaine dernière, et approuvées par vous. Oui. Parfait. On va aller à la note suivante du 16 octobre 2018. Et on va se rendre tout de suite à la fin de la note, à la page 140, pour noter qu'il n'y a plus ces précisions de qui a préparé, qui a signé. Nous retrouvons à la première page que le fait que cette note provient de vous et qu'elle est adressée au comité de vérification et de la performance et au comité des technologies de l'information. Pourquoi? Pourquoi on fait disparaître l'identité de la personne qui vous a aidé à préparer la note? OK. Si on recule en 2018, pourriez-vous juste remonter puis me rappeler la date de cette note-là, mais de mémoire, on est en octobre 18, merci. On avait fait un dossier spécial qui vous a été présenté ici brièvement, le dossier de SGPE. Et on avait travaillé ce dossier-là principalement en 2017 et 2018. Je ne vous cacherai pas qu'on a ébranlé les colonnes du temple avec ce dossier-là. Si vous me permettez quelques précisions en lien aussi avec ce dossier-là. Mes collègues en ont parlé, mais ce qui s'est passé, c'est que mes collègues travaillaient dans le dossier du SGPE. Il y avait, comme ils vous l'ont mentionné, il y avait dénoté des problèmes de contrôle importants entourant l'outil. Et ils sont venus me voir, à un moment donné, pour savoir comment on peut leur faire comprendre vraiment qu'il y a un problème de contrôle. Parce que ce qui se passait, c'est que on le nommait souvent, mais les gens sur le terrain disaient « Non, non, c'est un outil qui est fiable, et bon, etc. » Bon, écoutez, j'ai dit « On va faire un procédé spécial, puis on va leur démontrer. » Puis eux avaient déjà une bonne idée. Ils ont dit « Daniel, on peut-tu aller dans les portillons en bas? » Et c'est ce qu'ils vous ont expliqué, qu'on avait le « in » et le « out », des personnes qui rentraient au siège social. Et on peut-tu faire une analyse sur un certain nombre de mois, tout ça? Parfait. Alors, on convient. J'ai dit oui, ça se fait très, très bien. Moi, j'avais travaillé au RH. Je savais comment ça fonctionnait pour faire des requêtes, en fait, dans ce système-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, moi, je les autorise. On prépare une requête et ce qui vous avait été présenté, c'est ça, c'est que la première photo était sur une période d'environ 6 mois. Il y avait autour de 60 ressources externes uniquement. Alors, la requête était très, très ciblée. Et on reçoit des informations. C'était pas évident à traiter. Ça prenait vraiment des spécialistes comme Martin Lapierre et Martin Després pour manipuler les données pour arriver, en fait, à ça. Suite à ça, je présente la première photo à Mme Tremblay. Alors là, j'attends pas de conclure mon rapport sur le SGPE. Je considère ça comme une urgence parce que là, nous autres, il y avait évidemment un risque de fraude ou un risque de vol de temps ou un risque, appelons-le comme on veut, mais on considérait ça comme étant grave. Alors, je vais rencontrer Nathalie Tremblay. Et je l'informe de ça. Quand à peu près? Écoutez, c'était en 2018. Là, c'était peut-être juste avant ça. On était déjà avancé. C'était peut-être le début de l'automne 18, là, dans ces eaux-là. Et puis, Monsieur le commissaire, moi, quand j'entre dans son bureau, j'ai quelque chose de gros dans les mains, alors je lui présente. Et je vous confirme que Mme Tremblay a été renversée. Okay. Alors, sa première réaction a été très vive. Pas envers moi, mais envers la situation, ce qui était tout à fait correct. Et là, elle me dit, OK, on respire, là. On est dans le projet CASA, là. Je vais te demander de prendre une plus grande photo. OK? Alors, je dis OK. Alors, je dis, Nathalie, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, au lieu de 6 mois, ça va être sur 2 ans et demi ou le maximum qu'on peut faire. Alors, je reviens, toujours avec mes 2 collègues, et on fait une requête. Mais là, la requête est tellement grande, 2 ans et demi pour l'ensemble des fournisseurs externes, que le système n'était pas capable de nous cibler l'information. Alors, bref, après plusieurs discussions, on convient avec eux, on a dit, avez-vous une façon de nous donner l'information pour qu'on puisse la traiter? Bien, ils ont dit, la seule façon, c'est que les internes soient inclus dans la requête. Ils n'étaient pas capables de découper les fichiers. Alors, nous autres, on a dit, bien, écoutez, notre mandat ne porte aucunement sur les ressources internes. Comme on fait dans tous les dossiers, on prend soin des informations qu'on a, on les protège. Alors, on s'est dit, nous, les informations qui concernent les internes, on ne se prononce pas là-dessus du tout, et on se concentre juste sur les externes. Une des premières nouvelles qu'on a, là, il y a quelqu'un qui menace ou qui était déjà allé au syndicat parce que là, la requête était bien trop grande et là, ça visait des ressources internes. Il y en a qui avaient peur à ce qu'il y ait des informations sur des personnes qui puissent être divulguées, alors qu'il n'y avait aucun risque à ce niveau-là parce que les fichiers, c'était seulement un nom, une heure d'entrée puis de sortie. En gros, là, c'était ça.
Alors, bref, on fait une photo qui était à peu près 5 fois plus grande que la première. Donc, au niveau de la tendance, il n'y avait aucune surprise, là. Alors, je remonte voir Mme Tremblay. Je dis, Nathalie, voici, c'est confirmé. Il y a eu énormément de travail de fait là-dessus, la manipulation des données avec les différents tableaux et tout ça. Ça, c'est combien de temps après? Combien de temps ça vous a pris de faire les échantillonnages sur 2 ans à peu près? Tout de suite après la première photo, quand la commande est rentrée pour la plus grande photo, on s'est mis en mouvement tout de suite. Puis ça a peut-être pris, je vous dirais, l'équivalent de peut-être entre 1 mois et 2 mois, là, le temps d'avoir les infos, s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur là, dans les fichiers, après ça, traiter ça et bâtir nos propres tableaux pour pouvoir dégager les conclusions. Alors, c'est là qu'on a dégagé des tableaux avec des écarts importants. Vous en avez vu un échantillon ici, là, mais il y avait beaucoup plus de tableaux que ça. Alors, je remonte voir Mme Tremblay. Nathalie, voici la photo que tu m'as commandée. Elle est évidemment beaucoup plus grande, mais c'est la même tendance, donc c'est le même phénomène. Donc, évidemment, nous autres, là, ça prouve hors de tout doute qu'il y a un gros problème de contrôle là-dedans. Il y a de la délégation, comme on vous l'a expliqué ici. Il y a un risque de fraude important, etc., etc. Alors, Nathalie me dit, écoute, laisse-moi ça, je te reviens. Alors, Nathalie avait eu une rencontre qu'elle m'a confiée avec Yves Frenette, qui, lui, était vice-président Finances, mais il avait également discuté avec elle de faire une enquête administrative. Les enquêteurs étaient situés, eux, dans le fonds d'assurance. Ils font des enquêtes pour le fonds d'assurance, mais ils acceptaient à quelques occasions de faire des enquêtes administratives aussi. Bref, il y a une rencontre qui s'installe avec les enquêteurs. On leur fait part de la problématique. Je suis là. Il y a Yves Frenette aussi qui est là. On leur fait part des problèmes. On leur fournit la documentation et eux partent avec ça. Yves devait définir le mandat avec eux. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, et Yves m'avait partagé ça, Yves avait rencontré les gens au préalable qui devaient être rencontrés par les enquêteurs, que ce soit les gestionnaires à l'interne ou même les fournisseurs qu'on suspectait. Alors, quand on a appris ça, nous, on a trouvé ça un peu spécial. On s'est dit, bien, coudonc, les gens sont rencontrés d'avance et puis, et comme vous connaissez déjà la conclusion, bien, ça a fini que ça a tout été du télétravail, au complet. On ne parle pas juste de la première petite photo, là, on parle des 2 ans et demi, là, des écarts énormes. Alors ça, ce qui s'est passé par la suite, on reçoit évidemment le rapport, le verbatim même des enquêteurs, puis les gens se prononcent en disant, écoute, pour nous autres, c'est du télétravail, puis c'est du télétravail. Bref, c'était tout du télétravail pour tout le monde, alors qu'on sait que ce n'était pas permis à l'époque. Donc évidemment, nous autres, on n'est pas satisfaits de ça. Le bureau des Frenette nous envoie un résumé de la situation, une espèce de note là, qui nous adresse en disant, écoute, voici ce qui s'est passé. Et puis, ça s'arrête là. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Parce qu'on avait déjà proposé des recommandations, soit de changer l'outil ou d'améliorer les contrôles, etc., etc. Et je m'étais permis de dire à Yves, écoute, Yves, ton résumé il est assez fidèle. On n'est toujours pas d'accord avec vous autres, là. Maintenant, il y a quelque chose qui manque. Il manque le bout où tu as rencontré les gens au préalable. J'ai dit, c'est un oubli ou... Ouais, il dit, je ne savais pas si je devais le mettre ou pas. OK, bien là, je dis, écoute, ça, j'ai dit, c'est ta décision, là. Mais moi, je te dis que dans ton résumé, il manque ce bout-là. Alors, rajoute-le ou... bon, même là, moi, là, je te le mentionne. Alors, ça, Martin Lapierre et Martin Després étaient tout à fait au courant de cette situation-là. Et suite à ça, donc là, on est en 18 ici, on a réussi à sortir notre rapport sur le SGPE au début de l'année 19. Et dans notre rapport, on va le voir plus tard, mais le rapport sur le SGPE ne fait pas mention qu'il y a eu une enquête administrative. On parle d'analyse plus précise de la part du 2e niveau de maîtrise, là, etc., etc. Je vous expliquerai tantôt pourquoi on est arrivé en fait à ce vocable-là. Alors, c'est ce qui s'est passé avec le SGPE. Alors, on avait émis des recommandations, puis ce dossier-là n'a jamais été fermé jusqu'à ce que je quitte en juillet 24. On fait annuellement, ça c'est prévu dans nos processus, un suivi des recommandations passées. Et sur ce dossier-là, on revenait constamment. L'outil n'était pas changé. La prise de position sur le télétravail, bien, forcément, la pandémie les a forcés à en avoir un, puis c'est ce que le SCT est venu confirmer aussi. Et puis, le changement de l'outil ou d'ajouter des contrôles. Donc, en 2024, l'outil était toujours là, puis les problèmes n'étaient toujours pas réglés. On se souvient qu'il y avait des problèmes de journalisation aussi là-dedans, importants. Alors, c'est ça. Juste pour nous permettre de nous mettre des documents en lien avec votre... On va aller dans la pièce 26 P95, s'il vous plaît.
Donc, à la page 525 de ce document, c'est l'onglet 6.12 de cette pièce. Okay. Donc, quand vous parlez de la note au sujet du contrôle du temps facturé par les ressources externes dans la GPE, contrôle organisationnel, on peut peut-être le faire défiler. Est-ce que c'est à ce rapport-là auquel vous faites référence? En fait, c'était, nous, notre réponse, en fait, à son rapport, finalement. Alors, on venait dire ici, on venait expliquer un peu pourquoi on n'était pas d'accord avec leur conclusion. Alors, ce que je vous mentionnais tantôt, quand lui me disait, est-ce que mon résumé est fidèle? Ben oui, presque. Et puis, en B, alors je le mentionne ici, la rencontre du VP RHFP avec les gestionnaires de premier niveau ne figure pas dans le résumé. Alors, ça avait été clair. Okay, parfait. Puis ensuite, il y a une autre réponse des finances, là, de la VP, je m'excuse, je n'ai pas l'acronyme, mais qui date, qui sort en septembre 2018 aussi, qui est le document suivant, qui est 6.13 à la page 529, rapport de situation, contrôle organisationnel, constat des informations obtenues dans le cadre du contrôle du temps facturé par les ressources externes de SGPE. Donc, c'est un autre rapport qui sort après votre constat. Et là, on se ramène donc au 16 octobre 2018. Il se passe ces tractations entre vous et la vice-présidence de M. Frenette. Oui. Et finalement, le 16 octobre, M. Lapierre ne signe pas la note comme l'ayant préparée. Est-ce que c'est parce qu'il ne l'a pas préparée, la note? Non. Je m'excuse, tantôt, ça faisait partie de votre question, mais je me suis un peu emporté sur un autre sujet. Ça va, c'est mon travail de revenir à l'ordre du jour, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de la signature des notes ou de qui a préparé la note, parce qu'ici, on ne parle pas nécessairement d'une signature, mais on venait marquer un nom, là, de préparé par, révisé par. Ce qui s'est passé, c'est que à travers SGPE, vous comprenez que ça a brassé. Et suite à ça, bien, à un moment donné, Martin et moi, et Martin Lapierre et Martin Després et moi, on avait discuté de c'est quoi l'utilité de marquer leur nom en bas à eux. Parce que ce qui se produisait, c'est que sur le terrain, ils pouvaient se faire bousculer ou ils pouvaient se faire faire des commentaires qui n'étaient pas nécessairement drôles, parce que là, c'était automatique. Les gens étaient capables d'identifier un professionnel qui n'est pas un gestionnaire, qui n'a pas nécessairement tous les outils pour bien se défendre. Alors, à ce moment-là, moi, j'avais conclu avec eux, j'avais dit, écoute bien. Puis Martin, lui, avait un autre bon argument aussi. Il disait, écoutez, à partir du moment où moi, je te dépose une note, tu vas voir la présidente avec, puis tu reviens avec une version qui est un peu écourtée ou négociée. Bien, à ce moment-là, moi, c'est pas ma note originale à moi. Donc, lui, il n'était pas confortable avec ça, ce qui était tout à fait correct. Donc, on avait convenu que pour protéger les gens, afin qu'ils ne se fassent plus attaquer ou en tout cas qu'ils ne se fassent plus faire de commentaires, on ne marquait plus qui avait préparé la note. Et quand on me le demandait, je disais que c'était l'équipe de la DVIEP. Mais la note était toujours produite par moi, ce qui sous-entendait que c'est moi qui l'avais révisée puis c'est moi qui la déposais. Alors, de cette façon-là, donc à partir de 2018, il n'y a plus personne qui venait marquer son nom en bas ici. Puis les commentaires pouvaient venir de qui sur le terrain quand vous dites à l'endroit? Bien, écoutez, ça pouvait venir de Carl Malenfant, par exemple, parce que Carl, lui, à son niveau, des fois, quand il me parlait, il me disait Martin Lapierre a écrit telle affaire, tu sais, comme si Martin était seul au monde pour venir critiquer ce que Carl Malenfant faisait, par exemple. Ou ça pouvait venir de n'importe quel niveau. Alors, ça posait des problèmes. Puis à cette époque-là aussi, pour venir confirmer tout ça, Mme Tremblay m'informe à un moment donné, elle dit, écoute, Daniel, elle dit, discuter avec Carl Malenfant, puis c'est compliqué sur le terrain quand Martin est là, il bouscule un peu les gens, puis je dis, écoute, Nathalie, je suis bien surpris de ça, on travaille avec la plus grande délicatesse puis la politesse et tout ça, mais évidemment qu'on dérange quand on touche à quelque chose de sensible. Alors bref, pour préserver les bonnes relations, je dis, bien, écoute, on peut trouver une solution, on peut trouver quelque chose. Et là, elle me dit, non, il faudrait tasser Martin du dossier. Alors là, moi, je n'accepte pas ça du tout.
Et je lui rappelle que Martin est là déjà dans le dossier depuis 2014. C'est la mémoire de l'organisation là-dedans. C'est un gars qui est compétent. Il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Alors, bref, après plusieurs discussions, on a convenu que Martin était pour rester dans notre laboratoire, était pour rester dans notre direction qui était fermée. Donc, on avait un périmètre qui était fermé. Et Martin devait aller moins sur le terrain. Puis c'est Martin Després qui prenait le relais pour aller un peu plus au niveau du terrain. Et puis Manon Fortin aussi, là, qui était dans notre équipe. C'est comme ça qu'on a trouvé un chemin de passage pour continuer à travailler avec Martin Lapierre. Ça ne nous privait pas de son expertise au niveau du dossier, mais il allait juste moins sur le terrain ou dans les différentes rencontres, par exemple. Est-ce que la PDG aurait pu carrément vous ordonner que Martin Lapierre ne travaille plus sur le dossier CASA? Est-ce qu'elle avait ce pouvoir-là? Parce que vous, comme vous avez dit tantôt, au niveau fonctionnel, vous releviez du comité de vérification, mais du côté... c'était votre supérieur hiérarchique, là. Au point de vue administratif. Donc, celle qui fait votre évaluation, performance, etc. Ce que j'aurais dû faire, et là, évidemment, là, on n'est plus là, mais ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais probablement fait, c'est que j'aurais demandé beaucoup plus de preuves quant aux plaintes qu'il y avait sur le terrain, d'abord en lien avec M. Lapierre. Nous autres, il n'y avait aucune documentation faite à cet effet-là. Martin, on le connaissait bien. Il est possible que Martin ait été insistant. Quand on pose la même question 5 fois, ça se peut qu'on passe pour quelqu'un qui est un peu tannant ou un peu bon. Ça, c'est possible. Maintenant, ce que j'aurais fait, c'est que est-ce que Mme Tremblay aurait eu le droit? J'aurais été obligé, tel que prévu dans nos normes, de monter ça au comité d'audit. Parce que Martin était le joueur principal dans le dossier CASA en audit interne. Alors, je ne pouvais pas me priver d'une ressource de cette qualité-là. Donc, voici le contexte au moment de l'émission de cette note. Si on plonge dans votre état de la situation, donc je suis à la page 139 de la pièce 26 P74. On va descendre dans la section état de la situation. Bon. Je comprends que les échanges avec la direction sont toujours à votre satisfaction et que la haute direction joue et assume toujours un leadership fort. Oui. De toute façon, vous venez de nous en donner un exemple. Oui. Au deuxième paragraphe, vous parlez de vos travaux actuels qui portent principalement sur la portée contractuelle, la protection des renseignements personnels, les bureaux de transformation ainsi que les tests de la livraison 1. Pouvez-vous, je vous laisse lire au complet le premier paragraphe, là, nous en dire un petit peu plus sur cet enjeu? Pardon, juste le paragraphe qui commence par l'art de leurs travaux, là, c'est bien ça, avec l'équipe EY, on pu constater? Non. On n'est peut-être pas à bonne page. Non, effectivement, pardon. Moi, je suis à la page 139. La note du 16 octobre 2018. Voilà. Donc, le deuxième paragraphe sous état de la situation. Oui. Donc, nos travaux en cours actuellement portent principalement sur la portée contractuelle. Donc, on en est toujours là. La protection des renseignements personnels, les bureaux de transformation ainsi que les tests de la livraison 1. Il faut comprendre ici que la livraison 1 était prévue pour être déployée donc le 1er janvier 2019. Alors là, on est presque à la fin de 2018, pardon. Alors ici, on commence à mentionner, bon, tel que mentionné au CD, bien, il y a un retard dans les essais de la livraison 1. Alors, les essais sont toujours importants avant de faire le déploiement. Et puis, il ne faut jamais oublier aussi qu'on soit dans la livraison 1, 2 ou 3, quand on fait un changement de système, bien, il y a plusieurs experts qui se sont déjà prononcés sur ça, puis on leur revenait souvent là-dessus. Il est toujours plus sage de faire un parallèle pendant une certaine période avec notre ancien système puis avec le nouveau système. Donc, ça, c'est des bonnes pratiques aussi. Ici, ça ne devenait pas possible selon ce que l'équipe du bureau de projet nous disait. Donc, eux, ce qu'ils voulaient, c'est de faire un déploiement, ce qu'ils appelaient un Big Bang. Là. Donc, au jour J, les autres, ils mettent ça en. Mais évidemment, pour faire ça, il faut que tous les essais aient été réalisés. Alors, ici, c'est pour ça qu'on nomme qu'il y a un retard dans les essais qui est dû principalement, en fait, à des délais dans le développement de certaines fonctionnalités. Donc, le développement des fonctionnalités, ici, on est encore une fois juste dans la livraison 1.
La livraison 1 est censée être vanille, là. Donc, est supposée, là, le logiciel est supposé répondre assez facilement en fait, à nos besoins à hauteur de 90 % et plus. Mais il y avait quand même un certain nombre de développements à faire pour le personnaliser. Alors, prévu pour la livraison 1 du 31 décembre prochain pourrait également être reporté au 31 mars 19. Alors déjà ici, on venait un peu flasher une lumière en disant, bien, écoutez, le 1er janvier 19, là, bien, il est déjà à risque ici là, pour la livraison 1. Après ça, bien, là, on dit, bien, écoutez, pour ce qui est de la fluidité, parce que les unités de modification ou de conversion, il y avait toujours une fluidité qui était souhaitée. On va en faire X par mois, puis on va arriver à terme. Bien là, ça, les acteurs sur le terrain stratégique, en fait, étaient déjà préoccupés parce qu'ils trouvaient ça serré. Alors, à ce moment-là, ici, c'est que tout ce qui touchait finalement au délai, à ce moment-là, déjà pour la livraison 1, c'était déjà à risque, là, ici, là, en termes de calendrier. Là. Au paragraphe suivant, on mentionne que vous allez intégrer davantage le deuxième niveau de maîtrise dans vos travaux. Oui. Pour quelle raison? Bien, ça faisait évidemment suite à ce qui s'était passé au milieu de l'année 18 avec le SGPE, puis avec tout ce qui s'était passé. Alors là, ce que Mme Tremblay souhaitait, c'est que le deuxième niveau s'implique beaucoup plus pour que nous, comme troisième niveau, on puisse plus s'appuyer sur leurs travaux. Alors, tout le monde essayait de s'adapter. Évidemment ça prenait un bon niveau de confiance aussi. C'était pas naturel pour tout le monde de travailler de près avec les auditeurs internes ou même nous de s'appuyer sur leurs travaux parce que on voulait bien s'appuyer, là, mais quand les analyses n'étaient pas disponibles ou quand il n'y avait pas ce qu'on avait besoin, évidemment qu'on ne pouvait pas s'appuyer là-dessus. Mais on avait quand même une volonté, toujours dans le but de travailler avec nos collègues et de préserver des bonnes relations. Est-ce qu'on doit comprendre de ce paragraphe-là, c'est qu'on vous demande d'être moins présent sur le terrain, mais de plus vous fier aux analyses que les deuxièmes niveaux font? Ça aurait pu être interprété comme ça, ce qui n'est pas faux, parce que si le deuxième niveau font des travaux sur lesquels on peut s'appuyer, bien évidemment, donc nous autres, on va être beaucoup moins présents. OK. Les questions de conformité contractuelle à la page suivante là, et des autorisations de contracter de l'AMF sont toujours pas réglées, en tout cas toujours sous votre vigie. Oui. Donc là, vous montez un peu d'un cran là, vos demandes par rapport au règlement de cette situation-là. Donc, permettez-moi de me rafraîchir la mémoire. Donc, la DEVI n'a pas pu apprécier la mise en place de ce suivi. Les sous-contractants qui n'avaient pas leur autorisation en avaient fait la demande auprès de l'AMF et leurs dossiers sont actuellement en analyse. Donc, on avait un peu raffiné nos questions aussi. On avait des tableaux qui étaient de plus en plus précis. On était capable de voir au moins que s'il n'y avait pas leur autorisation, qu'au moins la demande était déjà produite, donc elle était en cours. Puis c'est ce qui nous avait permis de voir tantôt quand je vous nommais le contrat important de 52 millions. Ça faisait à peu près 2 ans que ce fournisseur-là ne l'avait pas. Il était toujours en analyse, mais il travaillait toujours chez nous pour l'Alliance. Et quand il l'a eu, il a abandonné son contrat au bout d'un mois. Bon, puis finalement, le deuxième rapport d'EY est sorti, puis vous allez l'analyser. Oui. On se rappelle que EY, quand on voit le mot auditeur, là, je vous invite toujours à invite les gens à être prudents là, parce que EY ne faisait pas de rapport d'auditeur. EY faisait des revues de qualité. Là, et ça, on a souvent nommé ça. On n'a pas toujours été à l'aise avec le vocable qu'ils prenaient dans leur rapport parce que ce n'est pas des rapports d'auditeurs indépendants qu'ils faisaient. Là. EY n'était pas indépendant partant, il faisait partie de la solution, il faisait partie de la soumission, du fournisseur. Il était inclus dans sa soumission. Okay? Alors, c'est pour ça que nous autres, on disait, EY ne peut pas être indépendant faisant partie de la soumission, et en plus, il faisait des revues de qualité. Alors, ce n'est pas un audit qu'il faisait. Êtes-vous capable de faire cette distinction-là pour le public, là, pour bien comprendre c'était quoi le rôle d'EY à ce moment-là? EY, ce qu'il faisait, c'était des revues de qualité. Alors, les revues de qualité, ça peut être de dire, bien, écoutez, vous auriez dû faire telle chose. C'est pas comme un audit là, qui est axé sur la conformité ou sur des règlements ou tout ça. Non, EY, quand je le nomme de cette façon-là, EY faisait partie de la soumission, donc il était en quelque sorte un peu partenaire de l'Alliance. Donc, c'est pour ça que dans le contrat, nous autres, on avait au moins exigé que le client d'EY soit la SAAC et non pas
l'Alliance. Alors, un audit, donc c'est sur la conformité, ça se doit d'être fait par des gens qui sont pleinement indépendants, ce qui n'était pas le cas ici avec EY. Et leur revue de qualité, bon, c'est un peu une forme de contrôle qualité là, dans un processus. Là. Il émanait de ça des recommandations, puis il y avait des plans d'action. Donc, parfait. Si on passe au 4 décembre 2018, on peut descendre à l'état de la situation. Deuxième paragraphe, je comprends que vous avez analysé le rapport de EY, mais que vous avez aussi constaté certaines anomalies qui ont été détectées lors des essais de la solution et que ces anomalies-là restent à corriger. Voulez-vous nous en dire un peu plus? Les auditeurs de la DGEP et l'équipe ont pu constater, donc, il arrivait qu'on arrivait un peu avec les mêmes constats, eux, dans leur revue de qualité. Donc, on en discutait avec eux. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que EY, dans le cadre de leurs travaux, nous rencontrait, nous, comme équipe. Okay? Et en annexe de leur rapport, bien, on peut retrouver toutes les personnes qui ont été rencontrées. Nous, EY, là où on était un peu moins... on était un peu moins à l'aise avec la façon qu'ils travaillaient, c'est que eux, leurs travaux et leurs conclusions reposaient presque essentiellement sur des entrevues. Alors que nous, on avait des analyses, là. Donc, on était beaucoup plus profond par rapport à ça. Mais il arrivait quand même qu'il y avait des sujets qui pouvaient être abordés par EY qui fitaient bien, en fait, avec nous. Alors, c'est un peu ça qu'on dit ici. On dit qu'on a pu constater que certaines anomalies détectées lors des essais de la solution restent à corriger. Alors là, on est de plus en plus près du 1er janvier 19, puis il y a encore des anomalies, puis il y a des tests qui n'ont pas bien fonctionné, puis il reste encore certaines choses à corriger. Évidemment, des mesures de contingence et compensatoires sont mises en place afin de pallier à ces anomalies et réduire les risques à un niveau acceptable en vue du lancement pour le 1er janvier 2019. Parfait. Au paragraphe suivant, vous parlez du plan de développement là, de la livraison 1 qui est en cours de préparation et vous le commentez. Peut-être juste de descendre, s'il vous pardon. plaît. À la page suivante. Donc, OK. Alors ici, bien, le plan de déploiement, donc, pour ce qui est de la livraison 1, donc la VP-RHFP, donc la vice-présidence ressources humaines finances, se prépare à recevoir le nouvel outil. Alors, eux, évidemment, en chemin, ils ont développé un plan de déploiement avec les mesures de contingence et compensatoires pour venir couvrir les bouts de la livraison 1 qui ne sont pas encore disponibles. Donc ça commençait déjà à être assez bien connu. Les risques sont bien identifiés, évalués. Donc, pour ce qui est de la vice-présidence finance, eux se considéraient prêts à recevoir l'outil. En gros, là, c'est ça ici. Eux avaient des mesures compensatoires, il y avait des mesures de mitigation pour les bouts qui savaient qui n'étaient pas encore parfaits et pour les morceaux qui manquaient. Parfait. Ensuite, au paragraphe suivant, vous parlez de retour en arrière possible ou impossible. Pouvez-vous nous expliquer là, ce que vous mentionnez dans ce paragraphe-là, puis pourquoi vous tenez à inclure cet aspect-là dans votre note? Bien, nous, en fait, on n'était pas d'accord avec ce que le bureau de projet disait à l'effet que, écoutez, là, à partir d'une telle date, on ne pourra plus reculer. Donc, on se souvient qu'on n'a pas de parallèle. On fait un déploiement Big Bang. Puis si ça ne marche pas, ou si on décide en chemin qu'on recule, là, ça ne va pas bien. Alors, c'est ce que le bureau de projet nous disait. Les experts nous disaient à peu près tous que dans n'importe quel changement, il y a toujours un moyen de reculer ou de stopper. Évidemment que ça va amener des problèmes, évidemment que ça peut amener des coûts, mais c'est souvent beaucoup moins pire que de continuer. Okay. Alors, c'est un peu ça qu'on disait ici. Puis encore là, ici, on est dans le film de la livraison 1 qui est vanille, là. Ça, c'est supposé être le module le plus facile ici. Parfait. Si on va 2 paragraphes plus bas, là, dans le cadre de nos travaux, nous avons vérifié le processus d'analyse des risques. Donc, vous mentionnez avoir partagé vos préoccupations sur la question des taux horaires utilisés par l'Alliance. Oui. Il y en a été question la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Sur les taux horaires, non, je n'ai rien ajouté. Parfait. Et la situation avec l'AMF est toujours en cours. Exact. C'est toujours pas réglé. Non. Donc, on est en train de finir la livraison 1, se demander si on va la lancer ou pas, et on commence à parler de la livraison 2.
Donc, vous qui êtes en planification, puis on est en train de réviser les efforts et l'échéancier. Oui. Donc, la livraison 1 n'est pas encore lancée, que déjà la livraison 2 est en replanification, puis qu'il y a des révisions des efforts et de l'échéancier qui est déjà à l'étude, là, en fait, à ce moment-là. Okay. Alors, c'est pour ça qu'on le nomme ici, en voulant dire, bien, on surveille ça de près, puis on est déjà préoccupé ici, là. Alors, la livraison 2 n'était pas encore commencée, où il y avait les premiers balbutiements, mais les étapes de planification étaient déjà en révision, je dirais. Parfait. Et vous terminez avec votre phrase habituelle Oui. que vous considérez toujours que les hypothèses supportant les coûts, les bénéfices et l'échéancier pour la mise en œuvre de la solution représentent une cible ambitieuse. Oui. On va aller dans votre conclusion parce que vous abordez un élément là, que vous n'avez pas abordé dans le corps du texte de votre note à la deuxième phrase. Quant au contrôle entourant la solution, des travaux spécifiques ayant trait à la sécurité de l'information, à la protection des renseignements personnels ainsi qu'au contrôle financier seront effectués lors de leur mise en place. Oui. À quoi faites-vous référence, puis pourquoi on le retrouve dans votre conclusion, mais pas dans le cadre du texte de votre note? OK. On avait des discussions au niveau du bureau de Mme Tremblay régulièrement sur le niveau de détail qu'on devait aller dans nos communications à nous pour être amené jusqu'au comité d'audit. Alors, on a eu constamment des discussions qui étaient un peu normales. Donc, on discute sur le niveau de détail, on discute sur le contenu, Nathalie s'assure que tout ça a été validé, bon, etc. Mais il arrivait un temps que je pouvais plus accepter de réduire mon texte. Je pouvais accepter de réduire une certaine quantité de détails parce que je savais que soit je pouvais en parler dans ma conclusion, ça m'appartient, et dans les comités d'audit ou dans les comités conjoints, le processus prévoyait que moi, j'avais une rencontre à huis clos, juste avec les membres, excluant la PCD et les autres personnes qui pouvaient être là comme invités. Alors moi, quand je trouvais qu'il n'y avait pas assez de métriques, mais que c'était mon chemin de passage avec la PCD, bien, je compensais lors de mes huis clos, ou je n'ai compensé ici dans ma conclusion. Alors, on comprend ici que dans ma conclusion, on nomme ça en disant bien, que la DVIEP poursuit ses travaux de surveillance et d'audit tout en portant une attention particulière à la correction des mesures compensatoires dans la solution. Et je revenais à faire une liste presque exhaustive ici dans ma conclusion, en disant que, évidemment, que si je les nomme ici, c'est parce que c'est quelque chose qu'on travaille déjà dessus puis qu'on va continuer à le faire. Okay? Alors, ce n'étaient pas des éléments qui étaient finalisés ici, mais quand je dis que je porte une attention particulière sur la correction des mesures compensatoires, c'est toujours pas réglé. Aux fonctionnalités reportées, c'est ce qu'on disait que la livraison 1 n'est pas livrée au complet, et au financement de celle-ci, ainsi qu'aux garanties prévues après les livraisons. Quant au contrôle entourant la solution, donc des travaux spécifiques ayant trait à la sécurité de l'information, à la PRP, ainsi qu'au contrôle financier seront effectués lors de leur mise en place. Alors, vous voyez ici, on est à la fin 18. On se prépare à livrer la livraison 1 en janvier 19, et je termine ma phrase en disant que, ainsi qu'au contrôle financier seront effectués lors de leur mise en place. Ça sous-entend que les contrôles n'étaient pas tous mis en place encore là. Alors, vous voyez que j'avais des conclusions parlantes aussi. C'était un peu ma façon de venir compléter en termes de précision ce que je n'avais pas nommé dans le corps même de ma note ici. Parfait. Puis, entre comptables, parce qu'il doit en avoir quelques-uns sur le comité de vérification, oui. On se comprend sur l'impact de ne pas avoir de contrôle financier. Mais pour le commun des mortels, là, qu'est-ce que ça peut remettre en question, le fait de ne pas avoir de contrôle financier dans le module qui contient le grand livre, là, qui contient toutes les transactions qui sont faites et qui vont permettre d'établir des états financiers à la fin de l'année? Bien, ce que ça fait, là, on en a une réponse. À l'époque, on n'avait pas encore la réponse. On savait ce que ça pouvait faire, mais là, on a eu une preuve, c'est que le vérificateur général du Québec avec le co-vérificateur BDO, par rapport à l'année financière 2023, décembre 2023, n'ont pas été capables d'émettre une opinion sur les états financiers de la société et ont émis une opinion avec réserve sur les états financiers du fonds d'assurance. Et la même chose s'est produite quand ils ont déposé les états financiers dans le RAG au début mai dernier sur les états financiers du 31 décembre 2024.
toujours la même récusation où ils ne sont pas capables de se prononcer sur les états financiers de la société par manque de contrôle, en gros, et toujours la même réserve au niveau du fonds d'assurance. Donc, l'impact, à l'époque, qu'on soulevait comme étant un risque, bien là, il est matérialisé maintenant. Puis si je traduis encore plus, on n'est pas capable d'émettre une opinion sur les états financiers parce que les contrôles vont nous permettre de s'assurer que les chiffres qui sont dans les 2 colonnes des états financiers sont les bons. Exact. Et toujours, un rapport des vérificateurs repose sur des tests, repose sur un échantillonnage, repose sur tout un paquet de procédés. Alors moi, dans 38 ans de pratique, je n'ai jamais vu un rapport des auditeurs qui dit qu'il n'est pas capable de se prononcer sur les états financiers parce qu'il manque des contrôles. Là, dans son rapport, là, c'est beaucoup plus précis. Là. On parle des contrôles à saveur ETI, ce qu'on appelle les CGTI, par exemple. On parle de différents contrôles qui n'étaient pas installés ou qui n'étaient pas vérifiables ou qui n'étaient pas fiables. Alors, c'était vrai pour l'année 23. Pourquoi 23? C'est parce que la livraison 2 a été livrée en février 23. Puis c'est là que ça a pété, là, comme on dit. Alors, les auditeurs externes avaient réussi à sortir des rapports sans réserve pour l'année financière du 31 décembre 22 parce qu'on travaillait avec les anciens systèmes. On avait la livraison 1, grand livre, mais l'input concernant les revenus puis concernant les encaissements provenait des anciens systèmes qui, eux, étaient fiables. Alors, les auditeurs avaient dû faire des tests sur les vieux systèmes, s'en venir jusque dans la livraison 1, et ils avaient sorti leur état financier sans réserve pour l'année 22. L'année 23, c'était plus possible, parce que depuis février 23... Puis l'ancien système. Là, on est tous dans le nouveau système avec la livraison 2, et là, ça ne marche pas. Là, les contrôles ne sont pas là, ou ils ne fonctionnent pas, etc., etc. Et ça a été vrai aussi pour l'année 24, pour les états financiers 24. Et nous, on était en mesure de suivre ça. Certains pourraient dire, ouais, mais Daniel, les états financiers, ça fait pas partie de ton mandat. Toi, tu es un auditeur interne. Ça fait un peu partie de nos mandats. D'abord, on est en coordination avec les travaux des auditeurs externes en temps réel. Le contrat du co-vérificateur, c'est moi qui en étais responsable. Donc, évidemment qu'on est en contact, nous, avec ces gens-là. Et on avait un mandat qui s'appelait la SOFIL. La SOFIL, c'est la Société de financement des infrastructures locales, gérée par le ministère des Finances, qui demande à la SAAC de prélever des droits supplémentaires pour les fortes cylindrées. Alors, par exemple, quelqu'un qui a une voiture avec un moteur de plus que 4 litres, bien, il y a toute une tarification qui vient lui faire monter sa facture sur son immatriculation pour financer la SOFIL. La SAAC prélevait entre 90 et 100 millions qu'elle devait remettre au ministère des Finances. La vérification interne, nous, on était mandatés pour s'assurer que les contrôles étaient adéquats par rapport, en fait, à ce mandat-là, par rapport à ce système-là, que les contrôles étaient adéquats et que ce qui devait être prélevé l'était. Donc, on est dans l'exhaustivité ici, et remis au ministère des Finances. Donc, jusqu'en 2022, pas de problème. Moi, je rédige toujours mes rapports. Ça doit sortir au mois de juin. On présente ça au comité d'audit. Et par la suite, bien, mon rapport partait au sous-ministre aux Finances et président du conseil de la SOFIL. Donc, bon an, mal an, c'est un dossier qui allait très bien. Un dossier qui était bon. Par contre, c'est beaucoup de dollars. Là. C'est 90 à 100 millions par année que la SAAC prélevait pour la SOFIL. Il y avait un petit frais d'administration là, pour que la SAAC se rembourse un peu, là, ce qui est tout à fait normal. À partir de 23, il faut comprendre aussi que la SOFIL a une fin d'année au 31 mars. Le système de la SAAC plante en février 23. Alors, février et mars 23, je ne suis plus capable de faire mon audit. Les systèmes ne me le permettent pas. On n'est pas capable de conclure que les contrôles fonctionnent. Alors, je demande une permission à la SOFIL de sortir mon rapport un peu plus tard pour essayer de démêler tout ça, parce que là, on est vraiment là, dans un fouillis total. Alors, on dépose le rapport, au lieu de le déposer en juin, par exemple, on a une permission pour le déposer en octobre. L'an passé, moi, j'ai quitté en juillet et ils ont dû déposer le même rapport, en fait, à la SOFIL avec les mêmes réserves que moi, j'avais déjà commencé, mais ils l'ont sorti plus tard aussi, là, vers l'automne. Donc, la SOFIL, j'appelais ça, moi, ma lampe de poche pour aller dans le système financier. Bien, ce qui était vrai pour la SOFIL, que ça ne fonctionnait pas bien pour les prélèvements, les facturations et tout ça, bien, c'était vrai pour les états financiers aussi. Là. Je veux dire, c'était vrai pour
les autres formes d'encaissement. Il y avait une autre taxe de luxe aussi. Ça, nous autres, on n'avait pas de mandat, mais on s'enfargeait dans les mêmes véhicules. C'est ce qu'ils appellent la fameuse taxe de luxe pour les véhicules de plus de 40 000 $. Alors, évidemment, moi, les fortes cylindrées puis les véhicules de plus de 40 000, on rencontrait à peu près les mêmes véhicules souvent. Alors, ce qui s'appliquait pour la SOFIL, ça s'appliquait pour la taxe de luxe. Donc, il y avait les mêmes problématiques aussi. Alors, ce qui se passait, c'est que nous, on dénonçait ça. On voulait avoir plus de temps pour réaliser beaucoup plus de tests, pour avoir de la donnée encore beaucoup plus fiable. Quand on fait des tests basés sur un échantillon, si on ne frappe pas d'erreur, on arrête là. Puis s'il y a des erreurs, on fait de plus en plus de tests. Donc, mais là, vous êtes revenu en 2018, là, juste pour qu'on ne se perde pas dans la chronologie, ce dont vous nous parlez sur les états financiers qui n'ont pas pu être vérifiés par le vérificateur et la SOFIL. Ouais. Ça, c'est la conséquence. Dans les faits, là, il y a eu des problèmes de contrôle, voilà. Puis ça a eu pour conséquence qu'on n'a pas pu émettre d'état financier. Voilà. Si on se rapporte en décembre 2018, oui. vous êtes CPA, vous êtes auditeur interne, vous avez aussi un permis de comptabilité publique, vous parlez à des membres de votre comité conjoint qui est en partie composé de gens qui ont des compétences financières et comptables, puis ils devraient comprendre que si vous dites il y a un problème avec les contrôles qui sont toujours pas installés, que ça peut se répercuter dans des problèmes de la sorte, c'est-à-dire qu'on ne sera pas capable de savoir si les chiffres qu'il y a dans les états financiers sont fiables ou non. Exact. C'est ce que je comprends? Peut-être juste une petite correction, c'est que quand vous avez mentionné que j'avais un permis pour la vérification publique, non, parce que je ne suis pas CPA auditeur, je suis CPA. Vous ne l'êtes plus, pardon. Exactement, c'est ça. Pardon. Mais effectivement, alors déjà, en décembre 2018, on les prévenait déjà de ces problématiques-là. Et quand je me suis échappé un peu, là, tantôt, c'est que la conséquence est vraiment arrivée dans les états financiers de 2023 et de 2024. Je ne veux pas devancer rien, là, mais ce que vous dites tantôt, c'est-à-dire que ce que vous écrivez là, c'est-à-dire le warning en tant que tel, excusez-moi l'anglicisme, se trouve dans votre conclusion. Qu'est-ce qui vous empêchait de le mettre dans le cadre de votre note? En fait, on a eu beaucoup de discussions en fait, à ce niveau-là quant au niveau de précision qu'on devait mettre dans nos rapports. Alors, Mme Tremblay et moi, dans nos discussions, Nathalie, évidemment, souhaitait rendre ça le plus exécutif possible quand on montait ça aux membres du comité d'audit en haut. Nous, on arrivait quand on lui présentait à elle avec un certain nombre de métriques un peu plus détaillées. Alors, il fallait trouver un juste milieu là-dedans sur qu'est-ce qu'on allait communiquer aux membres du comité. Alors, c'est pour ça que, après des discussions, des fois qui pouvaient être un peu plus houleuses, un peu plus compliquées, moi, je trouvais mon chemin de passage de cette façon-là. C'est-à-dire que je m'organisais pour que le cœur du message, ou du moins que le message soit dans ma note. Et là, après ça, je n'ai compensé dans ma conclusion et je n'ai compensé aussi dans mon huis clos. Lors du huis clos, c'est ça. Exactement. Alors, ça a été ma façon de faire pour m'assurer que les membres du conseil puissent être informés correctement. Parfait. On va se déplacer en 2019, au 20 février 2019. C'est la pièce, c'est toujours dans la pièce 26 P74, je suis à la page 146 de cette pièce. Donc, on voit que c'est votre note du 20 février. Si on défile la première page, bon, on parle toujours certains éléments liés au mode agile, au leadership de la direction, mais j'aimerais qu'on s'attarde à la page suivante, plus particulièrement, où des enjeux de vérification de la validité des données de la reddition de compte là, sont soulevés encore une fois par votre direction, au premier paragraphe. OK. Tantôt, quand on disait qu'on allait, si possible, utiliser les travaux du deuxième niveau de maîtrise, alors on est carrément là-dedans ici. On disait, bien, écoutez, les travaux réalisés par les auditeurs ont permis de confirmer que la reddition de compte produite par le bureau de programme afin d'effectuer le suivi de programme est validée a posteriori par la VP-RHFP et prise en compte lors de son suivi financier trimestriel. Tout ça retardait
les informations pertinentes. Là, on n'était plus dans du just-in-time ici, là. On est retardé. Alors, ce que la vice-présidente... oui, exactement. Alors, ce que la vice-présidence Finance nous disait, bien, écoutez, nous autres, là, ça va faire partie de notre suivi financier trimestriel. Fait, dans le pire des cas, on est 3 mois plus tard, là. Alors ça, on n'était pas d'accord avec ça. Alors, évidemment, nous, on devait forcer le jeu pour avoir des informations beaucoup plus contemporaines que ça. Parfait. Ensuite, la question des taux horaires utilisés par l'Alliance n'est toujours pas réglée. Elle est toujours en analyse. Effectivement. Ça, c'est toujours présent. Pardon, mais je voulais juste voir, vous étiez dans quel Deuxième paragraphe. Oui, parfait. Donc, il entrait au taux horaire. Donc, on leur faisait un rappel. Puis la VP Finance nous disait qu'ils poursuivaient leurs analyses de conformité contractuelle. Alors, à cette époque-là, c'est la réponse qu'on a eue. C'était pas plus précis que ça. Le problème n'était pas réglé. Et puis, la facturation avec l'expertise de pointe se faisait aussi. Il y a peut-être un détail que j'aimerais ajouter qui n'a peut-être pas été nommé, c'est que le dossier de l'expertise de pointe, j'avais obtenu une réponse à un moment donné qui était assez spéciale. C'est que nous, on prétendait que la personne qui était à 82 pièces de l'heure le vendredi se transformait le week-end et le lundi matin devenait un hyper spécialiste à 350 pièces de l'heure. Il y a quelqu'un du bureau de projet qui m'avait fait une réponse. Il avait dit, il faut que tu prennes ça de l'autre bord. C'est un cadeau qu'on vous fait. La personne aurait dû être à 350 $, puis on vous l'a fait pendant un bon bout de temps jusqu'à 82 pièces de l'heure. Et qu'est-ce qui soutenait ça? Pardon? Est-ce qu'il y avait quelque chose pour soutenir ça? Ou c'était... Non, c'était Voyez-moi ces paroles d'Évangile. Et voilà. C'était la réponse qu'il me disait, en me disant, bien, écoute, avez-vous pensé que ça pouvait être inversé, ça? Okay. Qu'on vous a fait un rabais? Alors ça, c'est une réponse là, qu'on a eue. Mais je pense qu'avec les métriques qu'on vous a montrées, là, c'était pas le cas. Là, c'était pas, mais c'est le genre de réponse qu'on pouvait avoir sur le terrain. Puis bon, fallait composer avec ça. Exactement. Paragraphe suivant, vous soulignez que des demandes d'ajustement au projet ont été effectuées par le bureau de programme sans que le comité de suivi des demandes d'ajustement soit consulté au préalable à titre d'aviseur. Et vous dénoncez cette façon de faire-là. Exact. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le comité des demandes d'ajustement de projet avait été formé à la demande de Mme Tremblay. Parce que ça faisait une couple de fois qu'on se plaignait en haut, on disait, bien, écoutez, il nous arrive avec des demandes d'ajustement de projet qui éventuellement devenaient des extras, par exemple. Et donc, Mme Tremblay avait dit, écoutez, vous allez me former un comité et toutes les demandes d'ajustement de projet vont passer par ce comité-là. Sauf que ce qui s'est passé dans les faits, c'est que oui, le comité existait, il y avait l'audit interne qui était là, il y avait les affaires juridiques, il y avait tous ceux, il y avait la gestion des contrats aussi, donc tous ceux qui pouvaient avoir, parce que ça devenait un peu comme un comité aviseur, alors tous ceux qui pouvaient être pertinents sur ce comité-là, mais le comité prenait son sens dans la mesure où il était saisi des DAP en amont. Mais ce qui se produisait, c'est qu'on se faisait réunir quand les DAP étaient déjà cannés. Alors, on arrivait toujours à posteriori. Donc, le comité perdait beaucoup de sa saveur ou de son sens par rapport à ça. Alors, évidemment qu'on avait dénoncé ça. Et puis, jusqu'à ce que je quitte le comité des DAP, où les DAP ont toujours été approuvés par Carl Malenfant avant même que le comité se prononce dessus. Parfait. Au paragraphe suivant, on parle maintenant d'un lot 7.5 concernant la livraison 1. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? En date d'aujourd'hui, afin de poursuivre les éléments qui seront livrés au cours de l'année. Bon, alors, évidemment, ça fait référence au morceau de la livraison 1 qui manquait. Donc là, les premières fois, eux nous disaient que ça va être livré au cours de l'année 2019. On va voir plus tard qu'à un moment donné, ça s'est ramassé en juin 2020, puis dans certains cas, c'est allé aussi plus loin que ça. Okay. Ensuite, vous dénoncez le fait qu'il n'y a aucun plan de contingence qui a été testé dans l'éventualité d'une reprise informatique de CASA soit nécessaire à la suite d'un sinistre. À quel égard vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez souligner au comité conjoint? Ça, en fait, ce qu'on voulait leur nommer ici, c'est que là, on rentrait plus du côté de la sécurité et du côté... Certains pourraient appeler ça des backups. Certains, bon, il y avait plusieurs façons là, de le nommer. Mais les plans de reprise,
les plans de reprise d'affaires, les plans de reprise TI. Il y a beaucoup de choses là-dedans et ces plans-là doivent être testés dans leur entièreté pour s'assurer que, justement, s'il arrive un sinistre ou un événement grave, que la société puisse se relever le plus rapidement possible. Alors, évidemment que quand on amenait ça, Carl nous nommait souvent qu'il y avait un miroir à Montréal. Évidemment, nous, on est postés à Québec. Alors, lui nous disait qu'il y a un miroir à Montréal. Alors, probablement que la haute direction puis les administrateurs décodaient « Ah, OK, on est correct, on a des backups à Montréal. » Mais des spécialistes en TI vont venir vous confirmer que ce n'est pas juste une question de backup. Là, on parle d'un plan de reprise complet. Là. OK? Non, c'est ça. Parfait. Ensuite, la question de l'AMF-AMP, parce qu'on a eu le temps de transférer de l'AMF à l'AMP le soin d'émettre les autorisations de contracter, n'est toujours pas réglé. Oui. Ensuite, vous nous reparlez de la livraison 2. Hein? Vous dites une planification détaillée est en cours et une révision des efforts, des coûts, de la portée et de l'échéancier, bref, de tout le projet, est en discussion avec l'Alliance, considérant la complexité des fonctionnalités et des développements reliés à cette livraison. Oui. Qu'est-ce qui vous inquiète par rapport à cet élément-là? OK. Alors, déjà, à cette époque-là, la livraison 1, peut-être de me rappeler la date de la note, là, mais on est quand même... 20 février 2019. Donc, on est en février 19, puis la L1 vient juste d'être installée, là, elle en janvier 19. Là. Okay. Alors, déjà, on observe qu'il y a une planification détaillée qui est en cours, il y a une révision des efforts, il y a des coûts, de la portée et de l'échéancier qui est en discussion avec l'Alliance, considérant la complexité. Là, on entendait parler de plus en plus que l'Alliance disait « vos règles d'affaires ne sont pas claires. Et à cause de ça, c'est bien plus compliqué qu'on pensait, etc. » C'est un peu ça qu'on a mis ici. Alors, nous autres, on est revenu avec ça. On a dit, écoutez, encore là, on repart d'un processus d'appel d'offres qui dure 2 ans. On a une première soumission, on a un dialogue compétitif, on a une deuxième soumission. Et là, on vient dire que nos règles d'affaires ne sont pas claires et puis que c'est plus compliqué que prévu. Nous autres, on se ramène toujours au départ. Alors, c'est pour ça qu'on le nomme ici en disant, bien, attention, puis là, on comprend qu'à partir de 19, aller jusqu'en 2020, bien, il va y avoir des négociations avec l'Alliance. Parfait. Et dans votre conclusion, vous mentionnez au premier paragraphe, là, la DVIEP poursuit ses travaux de surveillance et d'audit tout en portant une attention particulière aux mesures compensatoires de la livraison 1 dans la solution, aux fonctionnalités reportées et au financement de celles-ci, ainsi qu'aux garanties prévues après les livraisons. À quoi faites-vous référence? En fait, ici, c'est que, on leur mentionne qu'on poursuit nos travaux donc au niveau de la surveillance audit tout en portant une attention particulière. Donc, comme je le mentionnais tantôt, moi, dans ma conclusion, c'était mon endroit pour venir mettre l'emphase sur certains points précis. Alors, les mesures compensatoires de la livraison 1 nous préoccupaient parce que là, écoutez, la livraison 1 a coûté autour de 125 millions, là, on comprend. Donc, 125 millions là, pour un système comptable, là, c'est pas donné. Et puis, on trouvait ça dommage de compléter certaines opérations sur des fichiers Excel, par exemple. À ce prix-là, là, on aurait dû avoir un système complet. Alors, il y avait même aussi des problèmes reliés à la performance. Là. Quand ils déclenchaient certaines opérations, ça venait ralentir d'autres opérations. Donc, ça avait nécessité une nouvelle organisation du travail, justement, pour ne pas nuire à personne. Nous, à la DVIEP, on avait nommé ça, avec nos spécialistes en TI, on disait qu'il y avait certaines opérations qui faisaient baisser les lumières. Donc, c'était notre façon à nous de dire, écoutez, c'est comme pas normal, là, un système de ce prix-là qui fait ça. Alors, toutes les mesures compensatoires de la livraison 1 pour ce qui est des morceaux qui manquaient, les fonctionnalités reportées, le financement de celles-ci, ainsi que les garanties prévues, bien là, on leur allumait une lumière, là, ici. Là, on dit, écoutez bien, là, c'est rien que la livraison 1, là, c'est le module facile, c'est le plus simple, c'est le plus vanille. Il y a déjà des fonctionnalités qui sont reportées. On ne sait pas comment elles vont être financées, parce que quand on dit qu'elles sont reportées, elles tombent dans la livraison 2. Et après ça, les garanties prévues après la livraison, qui va assumer ça, le bout qui ne marche pas? Alors, c'est ça qu'on venait nommer ici. Puis là, ensuite, on disait, bien, quant au contrôle entourant la solution des travaux spécifiques ayant trait à la sécurité de l'information, à la PRP ainsi qu'au contrôle financier sont effectués pendant la période de rodage, considérant le déploiement progressif de la livraison 1. Donc, on n'était toujours pas satisfait
des morceaux de contrôle qui étaient là. Et puis, donc, c'est pour ça qu'on le rappelait ici. Okay. Mais le contrat avec l'Alliance, c'est un contrat forfaitaire? En fait, au départ, il portait pas le nom de forfaitaire. C'était un contrat qui était nouveau, qui était en partage de risques, et puis qui prévoyait toutes sortes de mécanismes, justement, au niveau du partage de risques. Là où c'est devenu, là où les gens se sont mis à l'appeler un forfait, parce qu'il était le cas, c'est quand la transaction a eu lieu. Donc, la transaction pour les gens, c'est en septembre 2020, suite à des grosses négociations qui ont rédigé. Il y avait déjà quelque chose de prévu au contrat, une formule de médiation en cas de désaccord. Donc, il y a eu beaucoup d'analyses d'écart qui se sont faites jusqu'à la conclusion de cette transaction-là qui était très confidentielle. Donc, ce qui était prévu là, c'est que à partir de là, le contrat devenait un peu un forfait parce que là, il y avait, pour reprendre une expression que Carl Malenfant disait, les 1357 RICEF qui sont inclus dans cette transaction-là, il y a un cadenas dessus. Okay. On va y revenir Parfait. à ça. Mais pourquoi vous parlez en 2019 de financement des fonctionnalités reportées et vous parlez à l'égard de la livraison 2 dans le cadre de votre texte qu'il va falloir revoir les coûts de la livraison 2. Pourquoi on parle de coûts de financement dans le cadre d'un contrat public? Bien là, il y a deux choses ici dans votre question, là, si vous me permettez. C'est qu'ici, dans la conclusion, moi, je fais référence au financement des morceaux de la livraison 1 qui ne sont pas complétés. Alors déjà là, ça, il y a une préoccupation là-dessus. Qui va financer ça? Et ça va se ramasser dans la livraison 2? Est-ce que je dois comprendre qu'on a, à ce moment-là, dépensé tous les sous qu'on avait voulu confier consentir à la livraison 1, mais qu'on n'a pas une maison complète, là? On pourrait l'interpréter, oui, de cette façon-là, parce que les sommes qui devaient être prévues ou allouées pour compléter la livraison 1, on était déjà rendu dans la livraison 2 en termes budgétaires. Alors, et pour revenir, en fait, à ce que vous me disiez concernant la livraison 2, bien là, on était plus dans les replanifications d'efforts et de coûts prévus là, qui changeaient, là, qui changeaient déjà. Et les spécialistes de IBM, ce qu'ils appelaient les Tiger Teams à l'époque, eux commençaient à débarquer là. Alors là, il y avait des réunions qui se déroulaient toutes avec des spécialistes en anglais. Il y avait des traducteurs sur place. Alors, on a pu assister, en fait, à plusieurs de ces rencontres-là. Et là, c'était extrêmement technique, là, ce qui se discutait là. Alors, IBM était débarqué, justement, pour venir préparer son dossier en vue de la négociation. Okay. On va aller dans la pièce 26 P75. Juste m'assurer, là, avant. Donc, les notes que vous préparez, je suis fatigué avec ça, mais vous comprendre ce que je m'en vais. Alors, les notes que vous les préparez pour, dans un premier temps, discuter avec la PDG ou, bon, avec Mme Tremblay. Ces notes-là vont se rendre au comité actif, passif et vérification et au comité de technologie de l'information, ce qu'on appelle Donc, puis qu'essentiellement, ce sont des membres du CA, là. Oui. Puis en bon nombre, là, parce qu'on a deux comités. Oui. On a deux comités. C'est à peu près combien de personnes là, du CA qui sont interpellées là, par vos notes puis par le huis clos? Sur le comité conjoint, je vous dirais au moins la moitié des membres du CA. Du CA. Oui. Parfait. Sur le comité conjoint. Oui. Parfait. Vous avez la chance, effectivement, les notes sont beaucoup plus succinctes, puis vous avez expliqué pourquoi. Oui. Par contre, vous passez vos messages dans votre conclusion, qui est assez claire, là, comme vous l'avez passé. Alors ça se rend au comité. Et en plus, vous bénéficiez d'un huis clos dans lequel vous pouvez être plus loquace que votre simple conclusion. C'est exact? Oui, monsieur le commissaire. Parfait. Donc, à ce moment-là, parce que moi, ce que j'ai à vérifier, puis j'aurais ultimement à vérifier, là, c'est mon mandat, moi, c'est le mien, là, OK? C'est d'analyser le niveau de connaissance des personnes en autorité à la SAC et dans les ministères concernés. Alors, vos préoccupations, est-ce que j'ai le bon, je vous dirais, vos préoccupations sont effectivement minimalement adressées dans la période concernée à au moins la moitié du conseil d'administration, incluant le président ou la présidente du CA qui est là d'office sur ces comités-là. Oui, monsieur le commissaire. Parfait. Je comprends. Parfait. Et comme monsieur le commissaire mentionnait, là, vous arrivez de devoir négocier le contenu de votre note. Oui. Puis on va aller dans la pièce 26
P75, où vous avez retracé certains projets de notes. Quelle pièce, Mike? P26, P75. Et là, on a ici le projet de votre note de février 2019. C'est bien ça, où on peut voir notamment à la page 2, à l'avant-dernier paragraphe. Tu attends que ça s'affiche, Mike. Ouais. Sarrazin. Oui, c'est parce que je pense qu'on essaie de... C'est vrai, je vais vous laisser le temps de les mettre côte à côte. Quand il est 15h16, que ce serait le bon temps de prendre la pause d'après-midi pour Peut-être. 15 minutes, le temps qu'on ait Qu'on prépare ça. côte à côte quand on va revenir à 3h. Très bien. Oui, merci. Merci. 15 minutes de pause. Veuillez vous Merci. lever, 15 minutes de pause.